On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on reçoit le député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, Dave Turcotte. Il a connu l'opposition, il a connu également le pouvoir brièvement dans un gouvernement minoritaire du Parti québécois. Il retourne cette fois à l'opposition. Il va nous parler quand même de certains dossiers qui lui tiennent à cœur, parler également de la course au leadership du Parti québécois et rester jusqu'à la fin de l'entrevue pour savoir s'il donne ou non son appui à différents candidats, dont Pierre-Carl Péladeau. Restez là. On reçoit le député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, Dave Turcotte. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, la session parlementaire a donc débuté en septembre. Là, vous allez avoir, je pense, une semaine de pause. La semaine prochaine, oui. La semaine prochaine. Et après ça, c'est le blitz jusqu'au mois de décembre. Effectivement, oui. La session intensive au mois de décembre. Qu'est-ce qui a changé? Bon, vous êtes dans l'opposition, c'est clair. Bien, vous aimez ça? Vous avez une course à la chefferie, c'est clair aussi, on va y revenir. Mais dans le travail quotidien du député, qu'est-ce qui a changé depuis l'élection? Bien, ce qui a changé, être au gouvernement ou à l'opposition, c'est pas le même travail en nombre d'heures. Dans les faits, moi, quand j'étais au gouvernement, étant whip adjoint du gouvernement, j'avais pas de commission parlementaire à faire. Là, maintenant, j'ai des commissions parlementaires. Il y a des avantages à ça. On peut davantage questionner les gens qu'on rencontre. Comme la semaine dernière, j'ai rencontré les gens de l'AMT en commission parlementaire. Bien, j'ai pu questionner sur le train de banlieue, mais aussi sur toutes les mesures de mitigation quand il y a des travaux sur le pont Champlain pour les voies réservées et autres. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire davantage. Quand on est au gouvernement, on a l'autre avantage, c'est qu'on a les ministres à côté de nous. Ils sont dans le même caucus que nous. On peut aller les voir, on peut faire pousser des dossiers, pousser sur des dossiers plus rapidement, puis tout ça, puis obtenir des résultats. À l'opposition, bien, c'est plus, on se lève à la période de questions, puis là, on questionne. Donc, c'est ce bout-là. Je l'avais fait à l'opposition dans mon premier mandat, mais la différence maintenant, c'est que, ayant connu le gouvernement, je sais ce qui est possible et ce qui est moins possible. Mm-hmm. Donc, quand un ministre ou quelqu'un me dit « Ah, ça, on ne peut pas faire ça », dans certains cas, je peux lui dire, bien, écoute, là, compte ça à d'autres, là, mais je sais que ça se peut. Fait que règle ça ou parle à ton... Si c'est un conseiller politique, parle à ton ministre ou quelque chose comme ça. Donc, avoir connu les deux, c'est un avantage. Bon, est-ce que vous croisez quand même occasionnellement des ministres dans les corridors de l'Assemblée ou ailleurs, ce qui vous permet quand même de pouvoir faire votre lobby auprès de certains dossiers locaux? C'est sûr qu'en ce moment, on a beaucoup de nouveaux ministres. Il y en a un certain nombre qui n'étaient pas députés avant, donc on les connaît un peu moins. Mais j'ai eu, dans certains cas, l'occasion de parler à certains ministres. Mais pour être franc, en ce moment, je suis plus dans un moment où j'apprends à connaître les ministres, puis développer des relations, des affinités aussi, là. Mais il y a des dossiers qu'on a réussi à régler dans Saint-Jean depuis la dernière élection, même si je suis dans l'opposition. Le dossier de la santé, c'est un dossier important. Est-ce que vous avez développé de bonnes affinités avec le nouveau ministre de la Santé, M. Barrette? Ah, bien moi, j'ai aucun problème avec M. Barrette. Lui, il a des problèmes avec moi, par exemple. Pourquoi? Ah, ça a l'air que je suis un menteur, mais moi, je lui ai dit, je l'ai dit à l'Assemblée nationale, je l'ai répété. Pour les gens qui n'ont pas vu l'extrait, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ce qui s'est passé, c'est que je me suis levé à l'Assemblée nationale, à la période de questions. J'ai questionné le ministre, ma collègue, notre porte-parole là, du Parti québécois en matière de santé, et moi, sur... là, on peut embarquer sur un débat sur les mots, là, mais dans les faits, là, c'est des coupures de postes. Il y a 80 infirmières à peu près. Ça? Oui, mais moi, je n'ai même pas parlé des postes d'infirmières. Moi, j'ai parlé des lits qui sont coupés. Ouais. Les lits, là, c'est un fait, c'est avéré, on les sait déjà, c'est quel lit qui va être coupé. Moi, j'ai posé des questions sur les pertes de lits, la fermeture de lits. À l'époque, 39 lits, maintenant, c'est un peu plus. Et quand on ferme des lits, inévitablement, il y a des infirmières et des infirmières auxiliaires qui perdent leur poste. Donc, moi, j'ai posé la question avec ma collègue. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Puis pourquoi vous ne revenez pas en arrière? Parce que notre monde a besoin de services de santé. Et quelle fut la réponse? Bien, il a dit qu'on était des menteurs parce que c'est pas vrai, parce que c'est là, on crie à l'apocalypse, et puis qu'on ment, puis que les infirmières, ils vont tous se trouver une job, puis ils vont tout être... Mais encore là, il faut faire attention. Parce que moi, ça m'a démontré, quand on est ministre, des fois, on n'est pas au courant de tout. Et la première question, quand on s'est levé à l'Assemblée nationale le matin, il nous a dit que c'était pour rééquilibrer les finances du gouvernement, donc pour lutter contre le déficit.
Fait que c'était une décision financière. En après-midi, quand je suis revenu à la charge, là, c'était plus ça. Là. C'était, on va réengager des infirmières. Toutes les infirmières vont avoir leur poste dans le virage ambulatoire, donc dans les soins à domicile, autres. Sérieusement, là, moi, j'ai de la difficulté à croire ça. Je ne dis pas que les 80 infirmières vont perdre leur emploi. Je dis que les 80 infirmières perdent leur poste. Leur poste, oui. Et là, leur poste, ils vont se trouver un autre poste dans le C3S. Il y a des postes en ce moment vacants dans le C3S, des postes d'infirmières. Mais ça veut dire quoi? Les postes qui sont vacants, en ce moment, ils sont comblés. Les heures de ces postes-là sont comblées par soit du temps supplémentaire ou des agences d'infirmières. Fait qu'il va y avoir moins de temps supplémentaire, moins d'agences d'infirmières, donc ça coûte moins cher au C3S. Mais en bout de ligne, il y a quand même moins d'heures de soins de santé qui sont offerts par les infirmières et les infirmières auxiliaires. Fait que moi, ce que je dis, ce n'est pas vrai que les choix gouvernementaux du Parti libéral, donc les compressions en santé, n'ont aucun impact sur les soins de santé de notre monde puis le service à la population. Puis moi, c'est pas Gaétan Barrette qui va m'empêcher de me lever à l'Assemblée nationale pour défendre les gens de Saint-Jean. Je l'ai fait à l'époque pour les travaux de l'agrandissement de l'hôpital. Je vais continuer à le faire, que ce soit à l'opposition ou au gouvernement. Là, côté santé, ici dans la région, là, c'est quoi les enjeux? La construction qui est en cours de route, ça va? Oui, tout à fait. Puis ça, c'est correct? Là, je vais amener un point là-dessus. Là, les gens se questionnent pourquoi on agrandit l'hôpital si on ferme des lits? Bien, ça, c'est la règle facile à faire. Les gens disent, on ferme des lits, on coupe des postes, mais on double la superficie de l'hôpital. Tout à fait. Et là, les gens disent, on ne comprend pas. Oui. Il faut savoir que l'agrandissement de l'hôpital, c'est principalement pour l'urgence, les laboratoires, les blocs opératoires et les soins intensifs. Mais effectivement, il faut se poser la question. Dans l'agrandissement, on prévoit plus de lits dans les soins intensifs qu'il y en a actuellement, mais pourtant, on décide de fermer 2 lits dans les soins intensifs là, actuellement. On va vous répondre que ça, c'est une autre enveloppe. Mais moi, ce qu'on m'a dit, le ministre, ce qu'il m'a dit avant de quitter, parce que moi, quand j'ai posé une question, il n'a pas attendu la fin de mon intervention, il s'est levé puis il est parti à l'Assemblée nationale. Il ne m'a même pas écouté jusqu'à la fin. Mais s'il m'avait écouté jusqu'à la fin, il aurait compris le raisonnement que je voulais dire. Pourquoi fermer des lits aux soins intensifs actuellement? Parce que le ministre me dit, on n'a pas besoin de ces 2 lits-là, il n'y a pas personne dedans. Mais si on donne une autorisation pour plus de lits de soins intensifs dans l'agrandissement, la question se pose. Bon. Par rapport au dossier de santé, nous, depuis qu'on a repris notre programmation cet automne, on a reçu Sylvie Jovin, qui est présidente du syndicat. Oui. On a reçu Mme Lessard, Dr Toussaint à la direction générale du C3S, qui ont fait part chacun de leur point de vue. Et suite à ça, j'ai écouté d'ailleurs une entrevue à la radio du Dr Barrette qui se faisait questionner sur le fait qu'on coupait 82 postes d'infirmières. Et la réponse du Dr Barrette était assez simpliste. Il a dit, et je le cite, il dit « On coupe 82 postes d'un côté pour en recréer 82 de l'autre avec le virage ambulatoire. » C'est ça que j'ai entendu à la radio, là. Oui, c'est ce qu'il dit. Est-ce que c'est ça qu'il dit en chambre? Est-ce que c'est ça qu'il vous a dit? C'est ce qu'il dit en chambre. Est-ce que c'est le son de cloche que vous avez? Moi, le son de cloche que j'ai, je n'ai pas parlé depuis aux gens à la direction générale des gens du C3S de l'hôpital, mais moi, l'information que j'avais avant, ce n'était pas ça. C'était les infirmières vont pouvoir prendre un poste ailleurs dans le C3S qui est disponible. Mais c'est pas vrai que les 80 infirmières vont tous se trouver dans le virage ambulatoire, comme le ministre le prétend. Quel est l'impact réel? Puis en plus, lui, il a même dit à l'Assemblée nationale qu'il allait avoir de l'embauche de nouvelles infirmières en plus. C'est pas juste prendre les 80 puis on les met là, on en ajoute encore. Comme si c'était une mesure de création d'emploi, de couper 80 postes. Dr Barrette disait que l'hôpital du Haut-Richelieu est probablement un des centres hospitaliers au Québec qui est le plus en retard au niveau du virage ambulatoire. Est-ce que c'est vrai? Bien, ça, là-dessus, il faut faire attention. Effectivement, on a un travail à faire pour le virage ambulatoire. La preuve, c'est que même les gens de l'hôpital, les médecins, les infirmières et autres, demandent d'appliquer le virage ambulatoire depuis des années. C'est pas d'hier. Mais il faut voir que on est sur 2 aspects. L'hôpital du Haut-Richelieu est en avance, partout au Québec. La question pour la psychiatrie, on ne comptabilise pas quelqu'un qui doit rester quelques heures à l'hôpital, qui arrive à l'urgence, quelques heures, puis qui a un problème psychiatrique, il est automatiquement transféré au 4e. Il ne compte pas dans les statistiques de l'urgence, il compte dans les statistiques de l'hospitalisation. La même chose pour les séjours 12-24 heures pour l'urgence, donc pour l'unité de décision clinique. Parce que c'est des bonnes pratiques médicales de faire, mais ces 2 aspects-là, ça diminue nos statistiques
de l'urgence, mais ça augmente notre statistique d'hospitalisation, ce qui fait en sorte que le ministre dit on est la pire hôpital au Québec en hospitalisation. Mais c'est parce qu'on est avancé sur le plan clinique, sur le plan médical par rapport à ailleurs. Et on est pénalisé pour ça. Mme Lessard a annoncé son départ, donc il y aura un changement à la direction générale du C3S. Qu'est-ce que vous souhaitez? Bien, moi, je souhaite, puis j'en ai parlé d'ailleurs au PDG de l'Agence de santé, d'avoir une direction. Moi, j'ai jamais eu de problème avec Mme Lessard. J'ai toujours bien collaboré avec elle. Donc, c'est pas peu importe que ce soit Mme Lessard ou une autre personne qui soit à la tête du C3S, il y a un problème financier qui est lié de décision du gouvernement. Moi, je souhaite qu'il y aura quelqu'un qui pourra faire un travail de collaboration avec les médecins, avec les infirmières, avec les préposés, avec les spécialistes, avec l'agence aussi, pour trouver des solutions pour travailler pour notre monde. Mais là, les agences vont être abolies. Oui, mais c'est un instant. Le projet de loi 10 du Dr Barrette, c'est pas une... Contrairement au titre du projet de loi, lui prétend que c'est l'abolition des agences. C'est pas vrai. C'est pas les agences qui sont abolies, c'est les C3S. Donc, on enlève le pouvoir de décision dans nos hôpitaux, puis on transfère ça tout à Longueuil, pour toute la Montérégie. Ça va partir de l'Ontario jusqu'à Nicolet, puis ça va être Longueuil qui va décider pour tout ce monde-là. Puis même, ça se peut que ça ne soit pas physique, que ça soit juste virtuel, ce bureau-là, Longueuil, puis que ça soit le monde de Québec qui vont décider pour nous autres. Justement, quand on voit là que nos statistiques sont en partie, disons, questionnables par rapport à notre taux d'hospitalisation, pensez-vous sérieusement que quelqu'un qui n'est pas les deux pieds à notre hôpital est vraiment conscient de notre particularité, qui peut prendre des bonnes décisions pour notre monde? Bon. S'il y a un projet de loi qui risque d'affecter donc les agences et les C3S, oui. Il y a eu une autre déclaration, cette fois du ministre de l'Éducation, M. Bolduc, qui dit grosso modo, en fait, il assistait à une conférence de presse pour faire la promotion des élections scolaires, pour finalement déclarer en cours de conférence de presse, bien, si le taux de participation est pas mal bas, ça va pratiquement nous donner le go pour abolir les commissions scolaires. Et en fait, l'abolition des commissions scolaires ou l'abolition des agences de santé, c'est un peu le leitmotiv de la coalition Avenir Québec, de la CAQ. Tout à fait. Là, il y a des élections scolaires ici. Il y a même deux équipes là, qui s'affrontent. Pensez-vous réellement qu'on va avoir un taux de participation de plus de 10 bien, lancer ce message-là, c'est un peu aussi... Moi, le problème que je vois, c'est quasiment un incitatif aux gens. Allez pas voter, ça ne sert à rien, on va les abolir de toute façon. En fait, si vous voulez les abolir, allez-y pas. Bien, c'est ça. Puis si vous n'y allez pas, on va les abolir. Les gens vont se dire, bien, pourquoi aller se déplacer, là? Moi, j'incite les gens... Est-ce que vous y croyez au modèle des commissions scolaires? La même situation. Là, le gouvernement libéral a aboli les directions régionales du ministère de l'Éducation. Si on abolit les commissions scolaires, qui va décider pour nos écoles? Ça va être les gens de Québec? Est-ce qu'on veut vraiment que les gens de Québec qui n'ont pas les deux pieds dans nos écoles vont savoir c'est quoi nos programmes de sport-études qu'on doit avoir, l'aide aux devoirs, puis tout ça? Quand on voit très bien le ministre, il lance des commandes aux commissions scolaires, puis après ça, les commissions scolaires appliquent, puis là, ils se font engueuler, si on peut dire, par le ministre. Moi, je pense qu'il faut que... Bon, les commissions scolaires, moi, je pense qu'ils ont un rôle à jouer de concertation, de coordination du transport scolaire, les effectifs, puis tout ça, les bassins là, où les jeunes vont aller à l'école, puis tout ça. Mais moi, je pense qu'ils doivent avoir davantage de pouvoir, puis davantage aussi de reddition de comptes. Donc, pourquoi que c'est pas dans les commissions scolaires, le problème, c'est le nombre de personnes qui ne sont pas dans les écoles puis qui gèrent le ministère de l'Éducation. Bon. Quel est le principal enjeu en éducation sur le territoire? Est-ce que c'est cette volonté du précédent conseil d'avoir un jour un centre unifié de la formation professionnelle? On sait que ça fait partie des volontés parce que là, il y a un site sur la rue Frontenac, il y en a un autre à la Polyvalente à Sicot. Est-ce que c'est ça le plus gros morceau de en ce moment, c'est le plus gros dossier en éducation. L'unification physique, d'avoir les deux centres de formation professionnelle dans le même endroit, pour aussi pouvoir libérer une partie de la polyvalente, là, de l'éducation des adultes, pour avoir plus d'espace pour les élèves du secondaire qui vont arriver à la polyvalente pour faire en sorte que l'éducation des adultes, formation professionnelle ait des meilleurs espaces. Et il y a aussi le projet de gymnase à l'école Saint-Eugène, qui est un dossier aussi important. Mais on s'entend qu'en termes de coûts, le centre de formation professionnelle est beaucoup plus coûteux qu'un gymnase. Côté transport maintenant, avez-vous des nouvelles fraîches du ministère des Transports du Québec sur le projet du futur pont Gouin? Ah, mon Dieu! Non. Ça fait longtemps que
J'ai parlé dernièrement avec le directeur de cabinet du ministre. On a parlé un peu là, du Pont-Gouin. Moi, ce qu'on m'a dit à ce moment-là, c'est que la séquence continuait par rapport au Pont-Gouin. Je n'ai pas été à la pêche dernièrement pour voir si ça s'était maintenu par rapport à... on a un nouveau directeur régional au ministère des Transports qui vient d'être nommé. Mhm. Je le rencontre là, dans les prochains jours, prochaines semaines. Ça va être un des sujets à l'ordre du jour. Bon, et quel est votre souhait pour le Pont-Gouin? Mais moi, je souhaite que le Pont-Gouin se fasse rapidement, d'autant plus qu'il est déjà inscrit dans... La Ville a fait ses plans, a travaillé sur son calendrier en fonction du Pont-Gouin. Donc, je crois qu'il ne faut pas retarder, parce que les commerçants du Vieux-Saint-Jean ont déjà de la difficulté, là. Si en plus, il faut retarder puis étirer les travaux encore plus longtemps à cause du pont, on n'est pas gagnant sur le plan économique là, pour notre Vieux. Bon, au moment d'enregistrer cette entrevue, on est mardi. Donc, demain, le 8 octobre, c'est l'ouverture officielle de l'autoroute 35 jusqu'à Saint-Sébastien. Oui. C'est votre ex-collègue Marie Bouillet qui serait contente? Tout à fait, mais moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. C'est important pour les gens de Saint-Jean aussi. Oui. Enfin? Moi, je pourrais dire enfin, mais il va falloir travailler pour la suite. Pour le dernier bout. Pour le dernier bout, le dernier segment. Puis, quand les libéraux ont annoncé le prolongement de l'autoroute 35, le segment actuel, puis celui qui n'est pas commencé encore, au fond, ils ont fait l'annonce, mais sans le budgéter. On est arrivé au gouvernement, on a ouvert les livres, puis c'est pas nous qui l'avons découvert, mais c'est pas nous qui l'avons écrit, là, c'est des fonctionnaires sous le gouvernement libéral précédent qui avaient écrit ça au ministre. Ils l'avisaient qu'il n'y avait pas d'argent pour. Donc, nous, on a réorganisé les projets routiers au Québec. On a mis de l'ordre là-dedans. On les a planifiés dans une autre séquence et en incluant l'autoroute 35. Donc, on va s'assurer. Puis les libéraux, la candidate libérale, la dernière campagne, elle a fait campagne pratiquement uniquement sur l'autoroute 35. Donc, je vais m'assurer que le gouvernement libéral respecte son engagement. Ça va faire au moins un engagement de respecter, non? Par le nouveau gouvernement. Parlons maintenant du Parti québécois. Oui. Moi, je pensais que vous alliez me parler de l'unité de médecine familiale. Bien, l'UMF, oui, ça fait partie des autres projets. Ben oui, les médecins de famille là, qui c'est déjà ouvert cet été pour faire en sorte que notre monde ait davantage de médecins de famille. C'est une bonne mesure en santé. C'est une bonne mesure. Encore le gouvernement du Parti québécois qui a fait ça. Ouais. Mais il arrive quoi avec le Parti québécois? Là, vous n'avez plus de chef. Là. Non. Là, vous avez une course à la chefferie qui s'organise là, et des candidats pressentis. La semaine prochaine. Les gens vont vont pouvoir commencer à faire signer leur bulletin la semaine prochaine. C'était comment à Sherbrooke en fin de semaine? C'était bien. Bien, le Parti québécois, c'est un parti de débat, un parti de débat d'idées, hein, de militants qui s'expriment. Donc, c'est sûr que les militants se sont exprimés. On a adopté les règles pour la course à la chefferie. Est-ce que vous êtes satisfait de ça? Est-ce que c'est pas un peu long, 8 mois? Bien, moi, j'ai eu la chance, comme député, c'est un moment assez important de l'histoire, une course à la chefferie. Ça n'arrive pas tous les ans. Et j'étais sur le comité restreint qui ont écrit les règles. Donc, 4-5 personnes qui ont écrit les règles. J'en faisais partie, j'étais le seul député qui était avec le président du parti, le vice-président du parti. Et on a travaillé. Bon, c'est sûr que ça peut être long, mais en même temps, ça permet aux militants et aux candidats de s'exprimer davantage. Puis, il faut savoir que le Parti québécois, c'est un parti qui a plein de défis, si on peut dire, parce que il y a une belle énergie de nos militants, tout ça, mais des fois, c'est vu par certains comme des chicanes, mais c'est pas vraiment des chicanes. Là. C'est une alimentation de différentes idées, ce qui fait en sorte que notre monde a besoin de temps, je pense, pour débattre. Avec le résultat de la dernière élection, il faut être conscient de ça. Là. Il y a plusieurs noms, évidemment, qui circulent. Martine Ouellette, Alexandre Cloutier, Jean-François Lisée, Bernard Drainville. Mais évidemment, le nom de Pierre-Carl Péladeau, qui est celui peut-être qui a le plus de notoriété, qui est le plus connu, ressort beaucoup. Son arrivée en politique s'est fait un peu aussi dans une certaine controverse durant la campagne électorale. Qu'est-ce que vous pensez de la candidature pressentie de Pierre-Carl Péladeau? Moi, je ne veux pas parler de candidature parce que, comme j'étais sur le comité des règles de la course à la chefferie, et que notre chef intérimaire m'a demandé d'agir comme député organisateur pour le parti, j'ai annoncé que j'allais rester neutre. Durant toute la campagne? Durant toute la campagne. Donc, je n'appuierai aucun candidat à la chefferie. Donc, vous dire ce que je pense de la candidature de M. Péladeau, de Pierre-Carl, c'est de dire que je l'appuie ou que je ne l'appuie pas. Donc, la meilleure façon quand on ne veut pas commenter quelque chose, c'est qu'on n'en parle pas. Je vais poser une autre question. Oui.
parce que votre collègue Jean-François Lisée, évidemment, a soulevé quelque chose d'important en fin de semaine dernière. D'ailleurs, ça a été repris encore ce matin. Il a commencé à avoir certains appuis là-dessus. Oui. On fait référence à des cas comme Pierre Arcan, qui était propriétaire de stations de radio de Métro-Média, qui les a finalement vendues sous la pression du Parti québécois quand il est devenu ministre libéral au milieu des années 2000. Il y a eu également le cas d'un autre député libéral qui a mis en fiducie sans droit de regard sa compagnie de construction. Il y a eu beaucoup de pression par rapport à ça. Pensez-vous qu'un chef de parti, qu'un chef de l'opposition officielle, qu'un futur premier ministre peut à la fois posséder une entreprise de presse et exercer ces fonctions-là? Je vais vous donner une réponse bien plate, mais c'est la seule réponse que je peux vous donner. C'est difficile pour les personnes qui sont dans l'arène politique de juger pour d'autres personnes. C'est-à-dire? Bien, moi, je suis député. Oui. On a confié, comme député, le mandat au commissaire à l'éthique d'étudier ce genre de questions-là. Moi, j'ai parlé dernièrement à M. Saint-Laurent, qui est notre commissaire à l'éthique, qui est nommé par l'ensemble de l'Assemblée nationale. À chaque année, il nous rencontre, chacun des députés, regarde notre déclaration de nos revenus, de ce qui nous appartient, puis tout ça. Et M. Saint-Laurent a le mandat, puis d'ailleurs, il a dit qu'il allait s'exprimer sur cette question-là. Mais là, vous gagnez du temps, là. Bien, moi, je ne gagne pas du temps parce que moi personnellement, c'est pas mon cas, là. Oui, mais s'il devient chef de votre parti, Oui. Vous allez devoir défendre la décision avec laquelle il va devoir vivre, là. S'il décide de garder son entreprise d'un côté et d'exercer le métier de chef de l'opposition ou ultimement de premier ministre, c'est vous qui allez être au bâton pour le défendre ultimement, là. Oui. Donc, ça vous concerne? Ça me concerne, mais comme je vous dis, c'est pas moi qui va prendre une décision. C'est le commissaire à l'éthique va donner des directives. Mais vous, personnellement, puis M. Pellado va les vous êtes appliquer. à l'aise avec ça? Bien, moi, je vous dis, puis c'est bien plate comme réponse, mais moi, je ne peux pas donner mon opinion personnelle dans un cas aussi complexe que ça. C'est le commissaire à l'éthique qui est là pour, justement, étudier ce genre de questions-là. Sinon, mais ça sert à quoi d'avoir un commissaire à l'éthique? Êtes-vous conscient du questionnement et du malaise que ça crée en ce moment? J'entends des gens qui se questionnent là-dessus, mais comme je vous dis, la meilleure solution, c'est que le commissaire à l'éthique rencontre M. Pellado, se parle. De ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont en train de le faire. Je vous rappellerai qu'en ce moment, M. Pellado, il est député de l'opposition. Il n'est pas ministre, il n'est pas premier ministre, il n'est pas chef de l'opposition. Donc, il faut laisser au temps les choses se régler. Puis le commissaire à l'éthique est là. Sinon, abolissons le commissaire à l'éthique, là. Puis devenons tous juge et parti, là, puis on va tous donner nos directives chacun, là. Qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines semaines? Bien, beaucoup de travail. Sur le plan de... On l'a parlé tantôt pour la santé. C'est sûr que c'est un enjeu qui touche toujours les gens. L'éducation, la même chose. La culture, on a des beaux projets qui ont avancé, ne serait-ce que la place Feller à Saint-Blaise-sur-Richelieu, qui était un de mes engagements électoraux qu'on a réalisé. Les Amis du presbytère de l'Acadie aussi, là, on a eu une contribution pour le nouveau rouet, puis ils ont des projets, puis là, ils refont le toit du presbytère et la fenestration de l'église de l'Acadie, de Sainte-Marguerite de Blair-Flindy. Donc, sur le plan culturel, ça avance. Les travaux au musée aussi, ça avance. Donc, sur le plan culturel, ça bouge beaucoup. Il y a des dossiers plus, je pourrais dire, de longue haleine, comme vous avez mentionné, le Pont-Gouin, le train de banlieue, l'étude de faisabilité qui est en cours aussi. Sur le plan économique, on a un travail à faire. Ça va bien quand même dans la région sur le plan économique, mais on a, je pense, une certaine concertation à faire avec les acteurs économiques, les gens du milieu de l'éducation, pour s'assurer que notre monde ait une formation de base, de pointe plutôt, pas de base, mais de pointe, pour s'assurer qu'on attire des entreprises ici. Et là, c'est ce qu'on essaie de travailler avec peut-être des nouveaux programmes de formation professionnelle puis des formations techniques au cégep. David Turcotte, merci beaucoup. Merci Bonne fin de session parlementaire. Merci. Reste avec nous au retour. On vous présente le Babia quotidien.
divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour cet automne. Il y a un événement intéressant qui va se tenir le samedi 18 octobre. Il y a 500 véhicules électriques qui sont attendus à Saint-Jean-sur-Richelieu. Principalement, ils vont être dans le stationnement du terminus d'autobus sur la rue Boucher, dans le quartier industriel. Mais après ça, il va y avoir comme une certaine parade de ces 500 véhicules qui vont circuler notamment jusque dans le centre-ville, dans le Vieux-Saint-Jean, pour l'événement quartier éphémère sur la place du marché, donc place au défi VE 500. À chaque semaine, on vous présente l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu qui résume les travaux du conseil de ville. Vous avez la grille horaire à l'écran. L'émission se retrouve également sur notre site Internet ou vous allez directement sur notre page Facebook pour y accéder. Télébingo, il y a 3 500 $ en prix à chaque semaine. La carte pleine est à 2 000. C'est tous les dimanches matins en direct au câble 9, à ne pas confondre avec le 609. Et il y a toujours une trentaine de dépositaires dans la région que l'on dessert ou l'on diffuse pour acheter des livrets. Pour connaître la liste, vous téléphonez ou vous allez sur notre site Internet. Télévision du Haut-Richelieu, nos coordonnées pour me joindre directement par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Et je vous invite également à nous suivre sur Facebook et sur Twitter. À demain.